Aujourd'hui, nous allons plonger dans une conversation révélatrice qui pourrait changer votre perception de cette affaire troublante. Je tenais absolument à diffuser cet épisode ce week-end, car c'est une affaire que beaucoup d'entre nous suivent avec attention. C'est une situation terrible, et le fait que Lynette Hooker n'ait toujours pas été retrouvée pèse lourdement sur de nombreux cœurs, en particulier ceux de sa famille, de sa fille Carly et de ses amis. C'est justement l'un de ses amis, Blaine Stephenson, que vous entendrez dans cet épisode. Lui et sa femme ont rencontré les Hooker en 2023, alors qu'ils naviguaient en Floride. J'ai eu une longue et fascinante conversation avec Blaine, que je vais vous diffuser sans coupure. Il expliquera qu'il a d'abord cru Brian Hooker, mais qu'il a depuis identifié des lacunes dans le récit de Brian concernant la disparition de sa femme Lynette. Il ne pense pas que tout concorde, et il va vous expliquer pourquoi, en se basant sur ce que Brian lui a dit spécifiquement lors de leur conversation téléphonique. Il exprimera également sa frustration face à l'absence de recherche active pour retrouver Lynette Hooker. Vous l'entendrez donc tout expliquer avec ses propres mots. Pour ceux qui ne suivent pas cette affaire de très près, voici un bref rappel des faits. Brian et Lynette Hooker vivaient sur un voilier nommé Soulmate. Originaire du Michigan, ils naviguaient aux Bahamas. Après avoir quitté le rivage de Hopetown, aux Bahamas, vers 7h30 le 4 avril, Brian Hooker a déclaré aux autorités que des eaux agitées avaient fait tomber sa femme de leur annexe. Brian Hooker affirme qu'il a ramé jusqu'au rivage, arrivant à Marsh Harbor vers 4h00 du matin le lendemain, et qu'il n'a jamais pu localiser sa femme, Lynette. Il a soutenu qu'elle était simplement tombée de l'annexe et qu'il s'agissait d'un terrible accident. Il a été placé en garde à vue pendant environ 5 jours aux Bahamas avant d'être libéré. Depuis, de nombreux soupçons pèsent sur lui. Il affirme n'avoir absolument rien à voir avec la disparition de sa femme, Lynette, mais il a quitté les Bahamas très rapidement, alors qu'il avait dit qu'il y resterait pour participer aux recherches. Personne ne semble savoir où il se trouve actuellement. Son avocat a déclaré qu'il aimait beaucoup sa femme. Cependant, une enquête criminelle est en cours avec les gardes-côtes américains. La garde côtière des États-Unis enquête activement et a saisi le Soulmate à Fort Pierce, en Floride, pour une fouille médico-légale. De nombreuses questions subsistent quant à ce qui est réellement arrivé à Lynette. Je souhaite maintenant vous faire écouter ma conversation avec Blaine. Vous pourrez l'entendre dans son intégralité, comprendre ses préoccupations et ce qu'il pense de Brian Hooker. Blaine, qui a connu et communiqué avec Brian, pourra expliquer lui-même pourquoi son opinion a évolué. Au début, il n'avait aucune raison de ne pas croire Brian, mais aujourd'hui, sa réflexion est différente. Blaine, merci beaucoup de vous joindre à moi. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je voulais commencer par vous demander comment vous avez connu les Hooker. Nous les avons rencontrés en bateau lorsque nous étions en Floride. Nous venions de commencer à naviguer et ils venaient de Louisiane. Nous nous sommes rencontrés une nuit à un mouillage, en cherchant en fait un bon endroit pour jeter l'ancre avant une tempête qui arrivait. Et quel était votre... Oh, pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Oh non, pas du tout. Ensuite, nous nous sommes séparés. Puis nous les avons retrouvés dans le sud de la Floride, nous avons passé du temps avec eux, et nous sommes restés amis plaisanciers depuis. Et quelle était votre impression d'eux? Lynette et ma femme sont très symbiotiques. Elles sont très similaires. Ma relation avec Brian a toujours été bonne. Elle n'était pas approfondie, pas personnelle. C'était plutôt une personne avec beaucoup de connaissances qui partageait son savoir avec un novice comme moi. Et en même temps, ayant un passé militaire mutuel, nous parlions un peu, mais honnêtement, je dirais que notre relation a plus évolué sur les réseaux sociaux au fil des ans qu'en personne. Oui. Et comment avez-vous appris ce qui s'était passé? Nous avons d'abord entendu parler d'une personne disparue aux Bahamas. Je dirais que c'était le samedi ou le dimanche matin. Non, ce devait être le dimanche ou le lundi matin. Nous avons entendu que quelqu'un avait disparu aux Bahamas. Ma femme, ma fille et moi étions en visite à ce moment-là. Nous avons eu cette conversation sur la personne disparue aux Bahamas et comment cela s'était passé, etc. Puis, à 22h00, ma femme était au lit et ma fille et moi regardions la télévision. Elle est venue en pleurant et a dit que la personne aux Bahamas était Lynette. Alors, elle a immédiatement appelé Brian. Brian n'a pas répondu. Il a rappelé, et c'est cet appel, nous avons parlé avec lui pendant environ 1 heure, qui a évidemment été enregistré. C'est ainsi que nous l'avons découvert. Et qu'avez-vous pensé lorsque vous lui avez parlé et qu'il vous a raconté son histoire? À ce moment-là, j'étais en train de consulter une tablette avec des cartes de la région. Je n'étais pas là. Je dessinais des choses sur un tableau blanc. Comme vous le savez bien, et comme beaucoup de gens le savent, des endroits comme Hopetown, Elbow Cay, tous ces lieux ont des noms qui s'entremêlent, n'est-ce pas? Donc si vous écoutez l'enregistrement, il était très confus dans son récit. Et je me suis embrouillé.
C'est pourquoi j'ai commencé à enregistrer. Ainsi, lorsque ma femme et moi l'aidions à créer un groupe WhatsApp pour rassembler des gens, nous avions une idée et une connaissance du terrain, et je pouvais revenir en arrière, rechercher les marées et les courants, et essayer de l'aider à distance, comme son homme dans le fauteuil, pendant qu'il traversait cette épreuve. Donc, lorsque vous l'avez enregistré, ce n'était pas initialement parce que vous étiez suspicieux. C'était juste pour garder une trace de ce qu'il disait, afin de pouvoir, nous appelons ça le sauveur de mariage. C'est pour qu'une heure plus tard, quand ma femme et moi essayions de dire « Non, il partait d'ici ». Non. Eh bien, nous l'avions. Et vous savez aussi que lorsqu'une personne traverse une tragédie ou un deuil, il faut juste la laisser parler. On ne veut pas la presser de questions. Je ne l'accusais absolument pas à ce moment-là, ou quoi que ce soit de cette nature. Sinon, j'aurais posé beaucoup de questions différentes. Mais oui, j'essayais juste d'obtenir les informations pour que nous puissions aider. Donc, vous n'étiez pas suspicieux de lui lors de cet appel. Pas au début de l'appel. Pas au début de l'enregistrement. Non. À la fin, l'étiez-vous? Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait penser cela? Les fusées éclairantes, c'est ce qui n'avait aucun sens pour moi. Le fait que le gilet de sauvetage soit dans l'annexe. C'est la façon dont il l'a dit. Je sais que ma première pensée a été WTF. Quand il a dit « Nous ne portions pas de gilet de sauvetage », je comprends ça. Nous ne portons pas toujours de gilet de sauvetage. Et puis il continue. Mais nous avons les deux, ou les gardes-côtes exigent, qui sont sous, et mon cerveau se dit « Eh bien, les gardes-côtes exigent. Vous aviez 2 gilets de sauvetage. » Et puis il arrive à un point où il parle du coucher du soleil et dit que le soleil ne s'était pas encore couché. Et cela ne collait pas avec mes connaissances de la vie sur l'eau. Et puis il a dit « Et puis il faisait noir, je ne pouvais pas la voir. » J'essayais de visualiser la scène dans ma tête comme un apprenant visuel, et je ne pouvais pas assembler les pièces telles qu'il les décrivait. Je n'étais pas nécessairement suspicieux qu'il se soit trompé ou qu'il ait fait quelque chose de mal, et encore aujourd'hui, je ne sais pas. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de trouver Lynette. Mais cela n'avait pas de sens linéaire pour moi. Lui avez-vous reparlé après cet appel? Nous avons échangé des SMS. Il m'a envoyé les photos que l'on voit circuler en ligne, montrant l'endroit où il a dit que c'était arrivé. Oui, il m'a envoyé un SMS disant qu'il avait transmis les informations aux équipes de recherche et de sauvetage. Je lui ai envoyé un message à un moment donné disant « Hé, ma femme est trop bouleversée. Envoie-moi un message à la place. » Parce que tout était sur son téléphone. Des nouvelles. J'ai demandé qu'il me les envoie. Il a envoyé une photo du flotteur vert qui a été trouvé à environ 91 mètres au sud de l'endroit où l'annexe a atteint le rivage. Et c'est tout. Et quand l'avez-vous contacté pour la dernière fois? Le 7 avril, à 8h25 du matin. D'accord, donc cela fait un moment. Oui. Avez-vous cessé de lui envoyer des SMS ou qu'est-ce qui vous a fait arrêter de communiquer? Si je me souviens bien, le 7 était un mardi, et il a été arrêté le mercredi. C'est à ce moment-là que nous nous sommes impliqués dans le récit et que nous avons diffusé l'enregistrement, car il ne pouvait plus parler à ce moment-là. Oui. La diffusion de l'audio visait à inciter les gens à chercher dans les bonnes zones en se basant sur l'histoire de Brian. C'était vraiment ça. Comme nous l'avons dit au début, Brian est en prison. Brian ne peut pas trouver Lynette. Pendant ces 4 ou 5 premiers jours, il y avait encore, à notre avis, une chance qu'elle soit sur une île quelque part, déshydratée. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas à quel point la recherche a été approfondie. D'après la chronologie des événements et des situations que nous avons établies, il semble que les équipes de recherche et de sauvetage étaient sur place. Et j'adore les équipes de recherche et de sauvetage, je ne les critique pas. Elles ont cherché pendant 3 bonnes heures ce matin-là, le dimanche matin, avec Brian. Mais je n'ai connaissance d'aucun autre événement de recherche officiel coordonné par les Bahamas depuis. Il y en a peut-être eu, mais on n'en a juste pas parlé. Pensez-vous qu'ils savent quelque chose que nous ignorons, ce qui expliquerait pourquoi ils ne cherchent pas davantage ou pourquoi ils ont arrêté de chercher si rapidement? Je ne comprends rien à ce que la police bahamienne a fait. Maintenant, en tant que personne qui vit dans les îles et aime les îles, j'ai déclaré publiquement que, il ne faut pas blâmer les autorités locales lorsque les Américains vont dans des endroits et font des choses stupides, puis se plaignent de ce qu'elles font. Mais cela fait 5 semaines. Le fait qu'Ashley Banfield ait dû aller trouver quelqu'un qui avait une photo de la dernière chose que Lynette portait et que ce soit elle qui l'ait transmise aux équipes de recherche et de sauvetage, alors que les Bahamas avaient la vidéo d'Abaco qui aurait pu montrer ce qu'elle portait et qu'ils auraient pu donner à leur propre équipe de recherche et de sauvetage. Ce n'est pas une question de médias extérieurs ou d'agences extérieures. C'est un manque de communication interne aux Bahamas. Eh bien, je me dis que s'ils l'ont gardé en prison pendant 5 jours pour l'interroger, je ne pense pas qu'ils fassent ça à la légère. On n'entend pas souvent parler de cela quand quelqu'un disparaît.
À moins qu'ils n'aient eu des soupçons, évidemment. Je me demande juste s'il y a quelque chose qu'ils savent et qui les pousse à chercher. J'espère qu'ils le divulgueraient alors. Parce qu'en tant que famille, nous avons le soulmate, Brian et les gardes-côtes, tous en Amérique, faisant des choses américaines, n'est-ce pas? Et même, vous savez, tout le monde dit « j'espère qu'ils l'arrêteront bientôt ». Eh bien, j'espère que non. Parce que si c'est le cas, tout le monde dans les médias aura une conclusion, mais la famille n'en aura pas. Je veux toujours que nous puissions fouiller les Bahamas. Je viens de parler au téléphone avec Darlene, nous discutions de la nécessité d'organiser une équipe de recherche, et elle est d'accord. Nous sommes tous d'accord. Nous avons besoin de la permission pour effectuer une recherche et trouver Lynette. L'arrestation de Brian, sa culpabilité, ou son innocence, ou quoi que ce soit d'autre, n'a aucune importance pour retrouver Lynette. Et je pense que tout ce qui se tourne vers le côté criminel s'éloigne de l'objectif de « Où est Lynette ?» Oui, je pense à Carly, et « Oui, vous avez raison. Nous sommes tous tellement concentrés sur Brian, et il ne peut pas vraiment y avoir de résolution, je suppose, si elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Cela étouffe l'air de Lynette en ce moment, dans la mesure où c'est elle qui manque. Cela n'a vraiment plus rien à voir avec Brian. Il y a une personne disparue aux Bahamas, peu importe comment elle est arrivée là. Pouvons-nous, s'il vous plaît, obtenir la permission de chercher? Quelqu'un a-t-il obtenu des réponses des Bahamiens sur la raison pour laquelle ils ont arrêté les recherches? Pour autant que je sache, d'après tous mes contacts au sein des gardes-côtes, des médias et des habitants, la police bahamienne n'a pas publié un mot, à part environ 3 communiqués de presse. Un annonçant la disparition d'une femme, un autre annonçant l'arrestation de Brian, et un troisième annonçant sa libération au nom du Parlement. Ce sont les 3 seules informations que j'ai pu retrouver et qui proviennent de la police bahamienne elle-même. Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve Brian? Non. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Les comportements et les actions de Brian depuis que cela s'est produit ne sont pas ceux du Brian que je connais. Et ils ont été, disons, malhonnêtes, et la façon la plus gentille de le dire. Donc, je ne crois même pas qu'il soit dans le pays, c'est ma pensée personnelle. Maintenant, c'est de la pure spéculation. Mais je ne pense pas qu'il le soit. Y a-t-il un endroit où vous pensez qu'il irait? Je veux dire, a-t-il des endroits qu'il connaît bien? Je ne le connais pas assez bien pour savoir les endroits qu'il connaît. Je ne sais pas où il a été stationné ou quoi que ce soit. Je sais qu'il était dans les Marines. Je sais que, vous savez, il n'était pas de la génération du Vietnam, mais ses sergents et son état-major l'étaient. Donc, je regarde le tourisme moderne des vétérans qui retournent au Vietnam et y sont bien accueillis. Et le traité de non-extradition là-bas. Mon cerveau m'y mène. Mais c'est s'engager dans une spéculation que je n'aime même pas faire. Mais le fait qu'il ait engagé cet avocat dans le Michigan, le timing et la conférence de presse assise étaient étranges. C'était presque un tour de magicien. Du genre, regardez, je suis ici. Mais il n'était pas dans cette interview. Il n'était pas assis avec son avocat. Il n'y avait aucune raison de faire une interview assise pour répondre à 3 questions de cet avocat. Il était en train de sortir du cycle médiatique à ce moment-là. Pourquoi se jeter à nouveau dedans? Le déplacement du soulmate en Floride était aussi un autre « Hey, regardez, je suis ». Vous savez, je suis là, mais je ne suis pas là. C'est beaucoup d'argent gaspillé pour ne pas se présenter. Y a-t-il eu quelque chose d'étrange en y repensant maintenant, lorsque vous avez interagi avec Brian, lorsque vous l'avez vu, lorsque vous étiez ami avec Brian? Maintenant que vous connaissez la situation, vous vous dites « Mon Dieu, c'était bizarre qu'il ait dit ça ou fait ça ». Je considérais ses publications politiques sur les réseaux sociaux comme un activisme passionné. Mais en y repensant maintenant, il y avait de la colère. Je comprends que la politique énerve les gens. Je ne m'implique pas en politique. Nous vivons sur un bateau. Nous voyageons. Mais il était très activement impliqué, très activement en colère et très activement agressif. Et je suppose que cela montrait une personnalité que je ne pensais pas qu'il transférait. Mais c'était probablement le cas. Y a-t-il jamais eu quelque chose dans sa façon d'interagir avec Lynette qui vous a semblé étrange? Non, mais quand nous étions ensemble ou par la suite, lors d'interactions en ligne, ma femme, vous savez, on sort dîner. Je parlais avec Brian. Lynette et Marnie parlaient à l'autre bout de la table. Il y a eu un moment où nous avons emprunté leur voiture, et je pense que la plupart des communications se faisaient naturellement entre Marnie et Lynette. D'accord. Oui, Lynette semble être une personne merveilleuse. Je veux dire, il a gagné le gros lot en l'épousant. Surtout si vous voulez vivre ce style de vie. Je sais que j'ai gagné le même gros lot. Mais oui, Lynette était géniale. Et le temps. Je veux dire, j'ai parlé à un capitaine de cette région qui a dit que son histoire sur le temps n'était tout simplement pas la réalité. J'ai parlé à 3 capitaines de notre cercle de plaisanciers qui étaient là et à un propriétaire de maison en qui j'ai confiance, qui est aussi propriétaire d'un bateau, et ils disent que cette nuit-là, le temps s'est dégradé. D'accord, je les crois. Vous savez,
SV Angelfish a fait un Substack sur le mauvais temps cette nuit-là. Et quelques autres personnes, je n'ai pas la permission de dire leur nom, mais elles ont dit « Eh, juste pour que vous sachiez, le temps s'est dégradé cette nuit-là. » Je pense qu'il est important de noter l'heure, cependant. Nous avons maintenant vu des vidéos, des images fixes, des caméras de sécurité de la zone au moment de l'incident. Et nous pouvons voir que le temps ne s'était pas encore dégradé. Je pense qu'il est important de noter pour une recherche ou pour retrouver Lynette que le temps s'est dégradé plus tard, n'est-ce pas? Je ne crois pas que tout le monde mente, mais je ne crois pas non plus que la vidéo mente. Donc, je crois que le temps s'est dégradé plus tard ce soir-là. Je crois que ce n'était pas si mauvais au moment de l'incident qu'il a dit s'être produit. Nous devons donc concilier ces deux éléments et déterminer à quelle heure le temps s'est dégradé. Oui. Mais vous dites que le timing ne correspond pas à ce qu'il a dit sur le temps. Ne correspond pas à son histoire. Oui. Mais s'il se souvient de vagues de 60 cm à 1,2 m et qu'il n'est parti qu'à 21h30 ou 22h, ou qu'il était là-bas, vous savez, il n'y avait pas le temps pour créer l'événement qui a fait tomber Lynette par-dessus bord. Mais je suis sûr que quelque part pendant ces trajets cette nuit-là, que son histoire soit vraie ou fausse, quelque part cette nuit-là, il a sûrement rencontré du mauvais temps. Quelle était son expérience en tant que plaisancier, d'après ce que vous savez? Et quand vous l'avez vu, il semblait savoir ce qu'il faisait. Ils avaient définitivement plus d'informations que moi quand je les ai rencontrés. Vous savez, nous ne partageons pas nos CV, mais il parlait comme une personne avec qui j'aurais rebondi des idées. Il m'a donné beaucoup de bons conseils qui, honnêtement, m'ont sauvé la vie pendant une tempête. Il m'a aidé à traverser ça. Il était dans ma tête. Quant à son expérience de navigation ou la mienne, ou à quel point elle est bonne, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont passé suffisamment de temps pour que ses compétences de pilotage d'annexe et ses temps de réaction et sa situation aient été à un certain niveau. Ce n'était pas la première fois que ces deux personnes dans une annexe rencontraient une vague ou une situation sur une annexe. Donc, je dirais que ses compétences en navigation étaient supérieures à la moyenne, c'est certain. Je repense à votre appel téléphonique avec lui. Je veux dire, vous a-t-il semblé sincèrement bouleversé? Non, mais je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas quelqu'un qui... C'était aussi le lundi à 22h00 et l'incident s'était produit le samedi. Je ne connaissais pas à ce moment-là, lorsque je l'enregistrais, tous les événements intermédiaires et ce qu'il avait traversé. Ni qui était avec lui pour l'aider, ou, vous savez, je ne reprocherais pas à un homme de prendre des anxiolytiques quand il perd sa femme, et c'est peut-être pourquoi il avait l'air plat. Je n'ai pas voulu et ne voudrais toujours pas interpréter ce moment de son ton, car je n'ai pas perdu ma femme. Je ne sais pas quel serait mon ton. Oui, c'est juste, c'est juste. Était-il un grand buveur? Quand nous les avons rencontrés, il buvait. Nous n'avons rien vu de négatif, mais juste après notre rencontre, ils se sont séparés pendant environ un mois ou deux. Et puis, quand ils se sont remis ensemble et que Marnie a dit « Eh, le soulmate est. » Vous savez, ils sont à un mouillage d'ici. Nous allons les retrouver et dîner. Et puis elle a dit « Au fait, ils ne boivent plus. » Et c'est comme. Et puis je pense que nous avons eu la conversation du genre « Est-ce qu'on continue de boire devant eux ou est-ce qu'on les aide ?» Et puis nous avons juste haussé les épaules tous les deux et je n'ai jamais bu en leur présence. Donc, ils étaient sobres au moment où nous les avons fréquentés, après qu'ils se soient remis ensemble. Intéressant. Quand ils se sont séparés, saviez-vous qu'ils s'étaient séparés? Ma femme connaissait les détails. Je savais qu'ils s'étaient séparés juste parce que c'était du genre « Eh, vous savez, dans quel mouillage sont les hookers ?» Et elle a dit « J'ai reçu un message de Lynette disant qu'elle l'avait quitté. » Je me suis dit « Oh, d'accord. Alors, je suppose qu'on ne fait plus de bowling avec eux. » C'était ma pensée interne, vous savez, je n'ai pas contacté Brian. Nous n'étions pas si proches. Je n'ai pas fait « Hé mon pote, qu'est-ce qui se passe ?» Mais je me suis dit « Oh d'accord, eh bien. » Et puis quand ma femme a dit « Hé, ils se sont remis ensemble. » Je me suis dit « D'accord, eh bien, allons dîner. » Je n'étais pas au courant des détails que ma femme connaissait avant que cette situation ne se produise. Et qu'a dit votre femme qu'elle savait concernant la rupture? Elle avait les messages. Donc ce ne sera qu'une paraphrase, mais qu'il était devenu mauvais, qu'il était en colère, qu'ils avaient passé leur vie ensemble, mais qu'elle ne pouvait plus naviguer avec lui et être seule sur un bateau avec lui. Et je ne le savais pas avant même d'avoir raccroché avec Brian après l'incident. Et quelle était la date de ce message que votre femme a reçu? Ce serait décembre 2023 ou janvier 2024. D'accord. Donc ils étaient de nouveau ensemble depuis un certain temps. Celui qui circule sur Internet. Oui, je l'ai vu. Je ne me souvenais juste plus de la date. D'accord. Avez-vous connaissance d'autres problèmes entre cette période et le moment de l'incident? Non. J'avoue pleinement que pendant quelques cycles électoraux, j'ai cessé de le suivre
car c'était tout simplement trop dans mon fil d'actualité. Mais nous avons eu des discussions pour venir aux Bahamas ou pour qu'ils descendent. Il y a eu beaucoup de communication sur la façon de faire telle ou telle route. Et beaucoup de calculs pour les retrouver, car nous les aimions vraiment en tant que personnes. Nous étions juste allés trop loin vers le sud trop vite, et ils étaient aux Bahamas, et cela n'a tout simplement pas fonctionné, mais ce n'était pour aucune raison particulière autre que cela. C'est intéressant que vous ayez à nouveau évoqué les publications politiques. Je n'ai jamais vécu sur un bateau. Mon grand-père a vécu sur un bateau, et je vis en Floride. Mais je n'ai jamais vécu sur un bateau. Mais je connais un peu la culture. Je suppose que j'associe la plupart des plaisanciers à être plus détendus que de constamment publier sur la politique. Vous savez, cela ne correspond pas, dans mon esprit, à la personnalité de quelqu'un à la retraite qui se détend sur son bateau. Il était définitivement la personne la plus politique que j'avais dans tout mon fil d'actualité. Et nous parlons, vous savez, des 4 dernières années d'élection et de tout le chaos américain en cours. C'est juste arrivé à un point où je ne voulais plus le voir, vous savez? Rien de personnel contre lui. Pas même que je n'étais pas d'accord avec ses positions nécessairement. Il y a eu quelques fois où j'ai essayé d'être d'accord avec sa position, sous un angle différent dans un commentaire, mais il coupait court. Il était agressif. Son point de vue était son point de vue. Et je me disais, d'accord mon gars. Vous savez, ça ne vaut pas la peine que je détourne mon attention de cette belle vue que j'ai pour me concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis. Désolé, ça ne vaut juste pas le temps. Qu'aimeriez-vous voir se produire maintenant? Je veux que les Bahamas nous donnent la permission de faire une recherche approfondie des Bahamas avec des professionnels, avec la famille, pour trouver Lynette. Ce serait la meilleure chose pour tout le monde. Je ne veux pas que dans 5 ans, la famille de Carly continue d'être traumatisée parce que cette affaire reste un mystère. Nous le voyons dans toutes ces affaires où une personne n'est pas retrouvée. La famille subit un traumatisme continu. N'importe quel sac étanche vert trouvé aux Bahamas dans les 10 prochaines années sera une nouvelle cicatrice pour Darlene, Carly et ma femme. Il faut y arriver. Nous devons la trouver. Pour quelques preuves que cela apporte, je m'en fiche. Nous devons la trouver pour que ce chapitre se ferme, pour que cela n'affecte pas une femme de 28 ans le reste de sa vie. J'apprécie vraiment que Blaine ait pris le temps de me parler. Je vous remercie de suivre cette affaire. J'ai eu cette conversation avec Blaine il y a quelques jours, et je voulais la diffuser rapidement, parce que j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il disait. Pourquoi personne ne cherche encore Lynette, à notre connaissance? Et comment quelqu'un peut-il disparaître comme ça? Cela m'a toujours préoccupé. Et comment sa famille est-elle censée gérer cela? Tout le monde passe à autre chose. Et oui, il y a l'enquête criminelle. Mais Blaine et certains autres amis veulent vraiment qu'il y ait plus de recherches pour Lynette afin qu'il puisse y avoir une sorte de résolution à tout cela. Je déteste utiliser le mot clôture parce que c'est un peu un mot cliché, mais une forme de dénouement. Nous continuerons de suivre cette affaire de près sur Énigme Noire.